Coucou, ça fait longtemps, je pense que ça doit faire depuis février-mars, ouais 5-6 mois, que j'avais pas fait de vidéo, beaucoup de trucs à faire, puis après il y a eu trop de chaleur pour tourner dans mon bureau, et aussi et surtout, on va dire que même si j'ai lu pas mal de jeux, il y en a peu qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de parler. À part donc celui dont je vais parler maintenant. Pour ceux qui connaissent pas Metro 2033, c'est à l'origine un roman de Dmitri Gloukovski, publié en 2005 et adapté en jeu vidéo, et donc maintenant en jeu de rôle. D'ailleurs, je suis désolé d'avance si je prononce mal certains mots russes. Rapidement, ça raconte l'histoire de survivants qui sont réfugiés dans le métro moscovite suite à des attaques nucléaires sur la ville et qui du coup sont coupés du reste du monde depuis 20 ans. Le jeu, quant à lui, reprend intégralement ce contexte, mais on va rentrer plus en détail après le générique. Alors, je suis pas du tout fan de Metro 2033. J'ai pas lu les bouquins et j'avais essayé le jeu vidéo à l'époque, mais j'avais pas du tout accroché. Mais l'ambiance post-apo souterraine de l'univers, couplée au fait que le jeu soit mécanisé avec le Year Zero Engine, qui je le rappelle est mon système de jeu préféré, tout ça m'a donc donné grandement envie de m'y intéresser. Alors le jeu a été financé en 2020 et donc arrive dans nos chaumières 5 ans plus tard. Je veux pas dire de bêtises ni rentrer dans les détails, mais il me semble que le retard est dû déjà au Covid et au fait, je crois, que certains illustrateurs étaient origines des pays d'Europe de l'Est. Du coup, avec la guerre en Ukraine, il me semble que ça a joué sur certaines productions. Mais le fait est que moi, je l'attends pas depuis tout ce temps. J'avais participé au Let's Play il y a 1 ou 2 ans, mais les PDF à l'époque étaient en version alpha, ce qui les rendait un peu compliqués à lire. Mais il y a quelques mois, on les a reçus finalisés, du coup j'ai pu m'y plonger un peu plus dedans avant de recevoir donc les versions physiques. On va voir que ce retard se ressent beaucoup au niveau des règles. Par contre, niveau univers, c'est vraiment très cool. Et il m'a motivé à essayer de me retaper les jeux vidéo pour essayer d'avoir un peu plus de contexte et de références visuelles aussi par rapport à l'univers, même si le bouquin en lui-même est déjà très chouettement illustré. Bref, le livre s'ouvre sur une courte histoire retraçant une expédition à la surface qui s'est mal passée. Oui, parce que du coup, on peut retourner à la surface, mais suite aux retombées nucléaires, il y a eu des mutations, il y a des monstres qui sont apparus à la surface, il y a certaines zones qui sont dangereuses de par elles-mêmes. Et donc cette histoire, elle est très bien écrite, elle met super bien dans l'ambiance. Je regrette simplement qu'il n'y en ait peut-être pas un peu plus dans le bouquin. Ensuite, on va avoir une introduction rapide sur ce qu'est Metro 2033, le jeu de rôle en lui-même, du classique. Ensuite, ça enchaîne sur un chapitre qui détaille les 4 factions principales du métro moscovite, à savoir Police, qui s'apparente à une ville souterraine qui est composée de 4 stations les unes à côté des autres. Ensuite, on a la Hans qui encercle donc le réseau, puis vient les communistes de la ligne rouge, et enfin les nazis du 4e Reich. Et ce chapitre, bien qu'il soit très intéressant à lire, a un énorme problème qui le rend malheureusement imbitable sur certains aspects et qui aurait pu être réglé très facilement avec un glossaire mais surtout une carte. Parce qu'en fait il y a énormément de stations de métro qui sont nommées et ces stations plus donc les réseaux de tunnels qui relient, c'est ça qui forme le terrain de jeu de Metro 2033. Mais le problème c'est que lorsqu'une station est nommée, c'est un peu flou parce qu'on ne sait pas du tout où elle est. Du coup c'est parfois difficile de se représenter les enjeux de ce qui est décrit. Mais heureusement, des cartes des fans du roman ou des jeux vidéo ont été faites, avec donc les factions déjà placées, et du coup je vous conseille vivement de vous en trouver une. Et je vous conseille aussi de vous trouver une carte officielle du réseau du métro moscovite, en plus de celle liée à Metro 2033. Déjà parce qu'elle est plus claire et épurée, donc ça permet un peu de mieux comprendre le réseau, et aussi parce qu'on va y retrouver des infos importantes, pour ne pas dire essentielles à la lecture. Prenons par exemple la lecture du passage concernant la ligne rouge. Déjà quand on regarde le plan, on voit clairement que là, il y a une ligne sur le plan du métro rouge qui est rouge. Et donc la faction ne s'appelle pas comme ça uniquement pour leur côté communiste, mais parce qu'ils sont physiquement implantés sur la ligne de métro rouge. Et ensuite, lors de la lecture, on va parler de la ligne 1 quand on parle de la ligne rouge, on va parler de la ligne 5 quand on parle de la Hans. C'est jamais très clair, sauf avec un plan du coup en parallèle, où justement ça correspond au numéro réel des lignes du métro. On voit que la ligne 1 donc c'est la rouge, que la ligne 5 c'est celle du métro circulaire qui du coup entoure le centre du réseau. Et il y a aussi autre chose, sur la ligne rouge, il est souvent fait référence à la Krasnaya. Et en cherchant dans le bouquin, même en recherchant les occurrences sur le PDF,
il n'y a rien qui définissait clairement la Krasnaya. Et en fait, et là je suis allé faire mes recherches, Krasnaya ça veut dire rouge en russe. Sauf que si tu l'expliques pas, ben, tu peux pas le savoir. Et du coup la lecture est terriblement frustrante, mais d'un côté, elle donne envie d'essayer d'aller voir plus loin, d'aller chercher ces petites infos qui nous manquent. Et si on fait cet effort de recherche, ça ancre le monde donc de Métro 2033 dans notre réalité et ça le rend vraiment beaucoup plus tangible. Et cette cohérence donne le tout vraiment prenant. Mais je pense que ces infos auraient dû être intégrées en début de chapitre parce qu'effectivement, à la fin, lorsqu'on a détaillé les factions, on a une carte avec les infos, donc il nous manque, et encore pas tout, mais ça on y reviendra. Par contre, elle est terriblement petite. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple, on balance le nom d'une station, je crois il y en a 250. Donc pour la trouver, il faut avoir un bol monstre. Et pareil, je trouve ça dommage que sur cette carte, tous les petits symboles qu'il y a, ils ne soient expliqués nulle part. Mais, mis à part ce problème, j'ai vraiment adoré la lecture de ce chapitre. On enchaîne ensuite sur le chapitre qui va décrire la vie des habitants du métro, la vie quotidienne, et c'est l'un des chapitres que j'attendais le plus. On y apprend comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent, comment ils se mettent en sécurité. Aussi comment ils essaient de conserver un minimum de ce qui appartenait à leur ancienne vie. Et surtout comment ils commercent. Parce qu'effectivement les roubles, ça a très vite perdu de sa valeur. Et donc du coup un système de troc va vite voir le jour après les attaques à la bombe. Mais une fois que la situation s'est stabilisée, une nouvelle monnaie fait son apparition, c'est les cartouches de Kalachnikov. Et c'est super intéressant comme système, mais si j'oublie pas, on va y revenir plus tard. On va ensuite avoir les dangers communs qui planent sur les habitants des stations. Parce que oui, comme je vous ai dit, on sait qu'il y a des monstres, tout ça à la surface. Mais ce qu'on ne pense pas au premier abord, c'est qu'un incendie dans une station peut être tout aussi effrayant et dévastateur. On évoque aussi les peurs qui sont liées à l'air, au gaz, à l'eau. On parle de certaines stations qui sont inondées, parce qu'à Moscou, en fait, il y a une rivière qui passe au-dessus du réseau métropolitain. Et on évoque également certains éléments inexplicables, voire surnaturels. Le bestiaire, ou plutôt le chapitre antagoniste, s'ouvre sur les bestioles qu'on va pouvoir rencontrer dans le métro et ou à la surface. Et là où les descriptions et l'ambiance donnée à ces créatures, c'est vraiment chouette. On va commencer à voir les premiers éléments mécaniques, et c'est là où on va s'apercevoir qu'il accuse de son retard par rapport aux autres jeux Year Zero Engine qui sont sortis depuis. Par exemple, les monstres sont définis par les mêmes attributs et compétences que les humains, et donc que les PJ. Et ça donne au bloc de stats une certaine lourdeur. Et on se retrouve avec des attaques limitées, morsures, griffes, coups de patte, ce genre de choses. Là où je pense que le système d'attaque aléatoire qu'on retrouve dans Forbidden Lands, Alien ou récemment, voire bientôt Dragonbane, aurait été très intéressant pour pouvoir donner de la couleur à toutes ces bestioles. Même si certaines attaques, de la façon dont elles sont décrites, sont quand même assez inspirantes. On a une entrée du bestiaire sur des lucioles, dans lequel il est dit qu'elles représentent aucun danger, que c'est les habitants du métro qui leur octroient des propriétés qu'elles n'ont pas, mais elles se retrouvent quand même ici. Je me demande juste pourquoi on les a pas mis dans un autre chapitre. Et on finit cette partie avec des entrées génériques, avec beaucoup de profils de PNJ différents, avec à chaque fois leur stat block. Et là pareil, je pense qu'on aurait pu peut-être épurer vachement à ce niveau-là. On a le colporteur, le criminel, l'éclaireur, l'enfant du verre, le garde, l'infiltrateur, le mécanicien, le médecin, le personnel administratif, le stalker, le stratège, le travailleur, le trafiquant. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, je pense que je suis un peu en train de pinailler. On enchaîne avec le chapitre sur la surface, qui commence avec des conseils de maîtrise et de mise en scène. Il explique que la surface devrait être un objectif sur le long terme, et qu'il faut bien faire comprendre aux joueurs que c'est un objectif très dangereux, et pas une excursion à faire tous les 4 matins. C'est pourquoi on va y retrouver quelques endroits accessibles depuis une station précise, et des raisons de s'y rendre, mais pas forcément beaucoup plus. D'ailleurs, la station en question, c'est Petchatniki, et je l'ai cherché pendant quelques minutes sur le plan, je l'ai pas trouvé. On passe maintenant au dur du système, à savoir la création de perso et les règles. Ça commence par un résumé sur ce qui est le Year Zero Engine, sauf que j'ai bien apprécié, même si je connais très bien le système. C'est quelque chose on retrouve rarement dans les autres jeux. Ensuite, on a donc la création de personnages, qui est sensiblement similaire à ce qu'on peut trouver ailleurs. Répartition des points d'attributs, de compétences, choix d'un archétype, puis les talents et l'équipement associés, etc. Et après, on va passer en revue le système générique.
L'encombrement qui fonctionne comme d'habitude, la gestion de ressources qui ne fonctionne plus avec des dés de ressources, chose que j'affectionnais particulièrement, mais plutôt des jauges allant de 0 à 10 pour chaque ressource. D'un côté, ça permet de n'avoir rien d'autre que des D6. On jette autant de dés que notre valeur de réserve, mais 5 au maximum, et chaque 1 diminue la réserve. À tester, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et suivant si votre réserve est importante, on la comptera comme un objet ou pas dans l'encombrement. J'aime bien, même si le fait qu'on gère différemment les réserves d'air et d'énergie d'un côté et d'eau et de nourriture de l'autre, avec des seuils du coup différents, même si c'est logique, je trouve ça alourdit encore un peu plus le système. Je dis pas si c'est mieux ou moins bien, juste je le note. On passe ensuite sur la résolution des tests. On jette un nombre de D6 égal à la somme de nos attributs et de la compétence utilisée. On rajoute d'éventuels bonus suivant la situation ou l'équipement utilisé. Un seul 6 permet de réussir son action. Et si jamais on échoue, on a ce qu'on appelle le principe de forcer un jet, qui est une mécanique régulière dans les jeux sous l'Year Zero Engine, qui permet de retenter sa chance. Mais si jamais on fait un 1 sur le second lancé sur nos dés, il y a ce qu'on appelle des afflictions. Et dans ce jeu, les afflictions, elles peuvent donner plusieurs choses. C'est soit un dégât sur les attributs qu'on a utilisés. Du coup, ce dégât, ça veut dire que sur les autres jets qu'on fera en suivant qui correspondront à cet attribut, on jettera moins de dés. Parce que oui, il n'y a pas de points de vie. Les points de vie du personnage, ce sont ses points d'attribut. On va pouvoir agir sur une jauge de sang-froid qui est une nouveauté et qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. On va pouvoir abîmer un équipement et ou on va pouvoir gagner du stress. Le sang-froid, c'est une jauge qui va se remplir au fur et à mesure et qui, au bout d'un certain temps, va pouvoir provoquer ce qu'ils appellent une rupture. On enchaîne sur la classique liste de compétences et de talents. Rien de nouveau sous le métro, sauf que là, on va commencer à avoir quelques soucis de mise en page. Chaque compétence a ce qu'on appelle des actions d'éclat, qui sont des trucs en plus que l'on peut faire si jamais on a plusieurs réussites sur notre jet. On a ça dans pas mal d'autres jeux. Et ces actions d'éclat, elles sont décrites avec une liste à puces. Liste à puces, c'est... on a des carrés et chaque entrée de la liste, elle est après un carré. Sauf que sur beaucoup de listes, il y a des actions d'éclat qui ne sont pas identifiées avec ces puces. Et du coup, la lecture de ces passages est un peu pénible parce qu'il faut comprendre que cette phrase-là, c'est une entrée en plus dans la liste à puces. C'est pas dramatique, mais quand c'est un truc que tu arrives à déceler à la première lecture, c'est toujours dommage. On enchaîne sur les dangers, les dégâts, les blessures, les conditions, etc. Puis on arrive sur les armes. Alors oui, je passe assez vite sur ce qui revient des autres jeux Year Zero Engine. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout sur ce jeu, c'est vraiment les nouveautés par rapport à ce qui est déjà connu. Sur les armes, on a une stat supplémentaire qui est la fiabilité. La fiabilité sert lorsqu'on a une affliction, donc lorsqu'on fait un 1 après avoir poussé un jet, et qu'on décide du coup d'abîmer l'équipement dont on se sert lorsqu'on réalise l'action. Et donc mettre une affliction sur une arme par exemple, ça rendrait son bonus moins fort, elle passerait de plus 2 à plus 1, grosso modo. Et du coup la fiabilité, c'est quelque chose qui permettrait de ne pas prendre ce malus sur l'arme. L'idée est intéressante, même si je trouve qu'elle granularise beaucoup le système, qu'il est déjà pas mal. Et surtout, je me dis qu'il vaudrait mieux toujours essayer de tenter sa chance si on a une arme fiable. Et du coup, ça fait qu'on ne se prendra jamais d'autres malus sur nos afflictions. À voir comment ça se passe en jeu, je suis pas sûr de cette mécanique-là pour le coup. Après, on a les protections, puis les véhicules, chose que je trouve assez bizarre étant donné l'univers. Surtout après avoir dit que les expéditions à la surface, elles devaient être assez rares. Mais bon, ça reste quand même très succinct. Et on revient ensuite sur les armes pour quelque chose, une nouveauté que je trouve intéressante, c'est les améliorations. Ce sont des accessoires, bipieds, poignets, viseurs laser, qui vont donner des capacités supplémentaires à nos armes. En vrai, j'aime beaucoup l'idée, surtout que c'est entre guillemets, c'est comme des artefacts qu'on va devoir récupérer à la surface pour la plupart. À voir ce que ça donne en jeu, mais je trouve l'ajout assez cool. Et là, on enchaîne sur un vrai potentiel gâché pour moi, c'est la gestion des munitions. Dans Metro 2033, la nouvelle monnaie, c'est donc ces munitions de qualité militaire. Et que donc, si on les utilise pour combattre, elles sont plus efficaces que des munitions standards. En termes de mécanique, elles ignorent une partie de l'armure. Mais le problème, c'est que combattre avec elles, c'est, entre guillemets, lapider nos économies. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien sur les munitions classiques. On n'a pas leur prix, on n'a pas non plus le prix des armes, ni des accessoires. Alors que dans Metro, dans l'idée que je m'en faisais personnellement, c'était que troquer des armes, c'était quand même quelque chose de vachement important. Surtout pour des personnes sujettes à quitter leur station. Donc ce que vont être les personnages joueurs. Mais c'est pas détaillé. Il y a un système de gestion des ressources qui permet de gérer l'obtention d'équipements, mais je trouve globalement moins intéressant. Gestion qu'on va retrouver dans le chapitre suivant, qui est l'un des derniers chapitres, qui est la station en elle-même.
C'est là où on va y retrouver les règles de gestion, d'évolution, comme on pouvait le retrouver dans par exemple les forteresses dans notre jeu Year Zero Engine. Plusieurs jauges sont prises en compte, eau, nourriture, équipement, énergie, médicaments. Et on pourra piocher dans ces jauges, équipements principalement, pour remplir ses réserves personnelles avant de partir en expédition. Et du coup, inversement, ce qu'on récupère de nos missions en revenant, on les réinjecte dans les jauges de la station. Le système a l'air plutôt malin sans être trop lourd. Même si c'est vrai que la gestion d'abri dans ce genre de jeu, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Mais là, pour le coup, à la lecture, j'ai trouvé plutôt sympa. Truc cool aussi, il y a des tables aléatoires, et ça j'aime bien pour la création des stations. Même si ça reste quand même assez anecdotique, on peut trouver de l'inspiration dans ces tables, et je pense que c'est tout ce qu'on demande à une table aléatoire. On enchaîne sur la partie pour le meneur de jeu, les conseils habituels qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux, même si je trouve que certains auraient dû être au début du bouquin et pas à la fin. Par exemple, truc tout bête, on va conseiller au meneur d'éluder certains chapitres du bouquin, comme celui à l'extérieur ou celui sur la de voiture, c'est cité dans les conseils. Sauf que on sait très bien, enfin, pour ma part, moi quand j'achète un livre de jeu de rôle, je passe pas directement sur la partie du meneur, je le lis du début à la fin, et du coup, je comprends pas même pourquoi il n'y avait pas une petite phrase en début de chapitre pour expliquer que c'est pas gênant de sauter ce chapitre et de plutôt y revenir quand ça sera nécessaire. Mais d'autres sont quand même très bienvenus, comme par exemple la répartition des points d'expérience suivant la dynamique de la campagne, ou alors les retours de fin de session, que c'est quelque chose que j'ai aimé retrouver ici, qui est rarement abordé dans les jeux. C'est en gros demander à sa table, même si je suis sûr que pas mal de gens le font, des retours positifs, négatifs, mais des vrais retours, pas juste histoire de se faire mousser, mais vraiment d'essayer de poursuivre et d'être sûr des attentes de la table. Et dans le même chapitre, on va aussi nous apprendre à maîtriser le monstre métro, avec des conseils notamment sur la claustrophobie des lieux, sur sa dureté. Le fait est que les trajets dans le métro entre les stations ne doivent jamais être anodins, et que chaque station doit avoir un intérêt propre et ne pas juste être une péripétie. Et d'autres sur l'intérêt d'implanter des menaces plutôt que des dangerosités monstrueuses à chaque fois. C'est de très bons conseils, je trouve. Et il y a aussi des détails sur les différents genres narratifs qu'on peut faire avec Metro 2033, à savoir l'action, l'exploration, le fantastique, la survie, la tragédie et bien sûr l'horreur. Ces passages sont très intéressants, par contre il y a un truc dans l'horreur que je trouve très particulier. Le livre conseille d'inviter quelqu'un qui veut découvrir le jeu de rôle, de tuer son personnage, de le raccompagner à la porte pour laisser les autres joueurs méduser, pour leur prouver que Metro 2033 c'est coriace. Alors soit j'ai pas compris, soit je trouve la méthode assez conceptuelle. Tellement conceptuelle que, est-ce que je l'ai mal comprise? Est-ce que je l'ai mal lu? Ah non, c'est ça, hein. Une astuce efficace consiste à inviter un ami qui souhaite découvrir le jeu de rôle à jouer la victime. Cela lui permettra d'avoir un avant-goût de ce dont il s'agit et vous permettra d'effrayer vos joueurs. Imaginez, des rumeurs autour d'un tunnel et de disparitions se répandent dans la station. Dès la première visite des PJ, quelque chose les attaque dans les ténèbres et le personnage du joueur invité meurt d'une frappe quasi invisible. Prenez un air désolé et dites-lui qu'il vient de mourir. Raccompagnez-le vers la sortie en vous confondant en excuses. Le joueur rentrera chez lui, laissant vos joueurs médusés et parfaitement terrifiés. Il va leur falloir trouver un plan, autre qu'une attaque frontale avec un peu d'équipement, s'ils ne veulent pas tous finir en compote. Voilà, alors je pense que faire la même chose avec un PNJ avec lesquels ils ont des liens, c'est peut-être mieux que de faire perdre son temps à une personne qui probablement devra faire un trajet pour venir jusqu'à chez vous, jusqu'à la table. Je sais pas. Bon, c'est bien tout ça, mais où c'est qu'on commence? Eh ben, c'est la question à laquelle répond l'avant-dernier chapitre, la station de départ, Petchatniki. D'ailleurs, c'était donc la station qui était évoquée sur le chapitre en extérieur, donc la station de départ. Et là où l'ingurgitation des précédents chapitres orientés règles et mécaniques commençait un peu à me gaver, quelle bouffée d'air frais de retomber sur un chapitre beaucoup plus orienté description, station et univers. D'ailleurs, on comprend que le chapitre en extérieur, c'est en rapport avec cette station-là, qui a donc une ouverture facile vers la surface, mais du coup, je comprends pas pourquoi ils ont séparé les deux chapitres. Et du coup, on apprend l'histoire de la station, sur les 20 ans, à peu près, la gestion actuelle, les avantages et les inconvénients, ou plutôt je dirais les points positifs et négatifs de la station, les alentours, et bien sûr, les personnalités, à savoir les PNJ importants qui l'occupent.
avec pour chaque PNJ des conseils d'interprétation. J'ai adoré ce chapitre, surtout qu'on a aussi 2 autres stations qui sont décrites, stations qui sont voisines à la nôtre, à Petchatniki. Les liens entre les stations sont développés et il y a pas mal quand même d'accroches de scénarios à apprendre ici et là. C'est très très cool. Et on finit le bouquin sur 4 scénarios, dont un qui sert de didacticiel. Le scénario tuto donc est un poil poussif, mais après comme c'est vraiment pour expliquer les mécaniques, c'est sûrement obligé de forcer telle ou telle situation pour permettre de les apprendre. Les 3 autres scénarios sont cool, je vais pas les développer. Par contre, c'est le début d'une campagne qui se termine dans un supplément. On nous rassure en nous disant qu'ils sont indépendants, mais on perd quand même pas mal le sel du truc, et je trouve toujours ce genre de pratique, même si ça fait très négatif de dire comme ça, très dommage. Alors, conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le jeu n'est pas dénué de défauts, vous l'avez vu. J'en ai parlé, mais pour moi c'est beaucoup trop difficile de se repérer sur la carte et de chercher le nom du station qui est évoqué dans un chapitre. Alors ça, c'est la carte qui est fournie avec l'écran. Dommage qu'ils aient pas mis soit une illustration, soit autre chose derrière. Alors comme tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait pas de légende des icônes, ou je sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc voilà, sur cette carte là, on a les légendes des icônes. Je comprends pas pourquoi ça se retrouve pas dans le bouquin de base. Et une page en plus pour écrire, dire que ça, c'est la Hans, ça c'est la ligne rouge, là c'est police, etc. C'est dommage. Ensuite, même avec ça, le problème c'est que on peut pas retrouver une station sur la carte si on sait pas où elle est déjà. Et c'est tout bête, il aurait juste fallu sur la carte rajouter une grille avec des coordonnées en abscisse et en ordonnée, et simplement avoir un glossaire quelque part dans le bouquin et dire que, je sais pas, par exemple VDNKH, pour ne citer qu'elle, se trouve en B7. Une feuille avec toutes les stations par ordre alphabétique, on cherche VDNKH, B7, on regarde le plan, on la retrouve. C'est vraiment un petit truc, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Ensuite, plusieurs fois, ils évoquent de futurs suppléments pour approfondir certains aspects qui n'ont pas été dans le jeu de base, comme les noirs ou les sombres, je sais plus le nom, qu'on voit dans le roman et dans le jeu vidéo, mais du coup qui ne sont pas abordés ici. Alors, étant donné le retard qu'a pris le jeu et les délais qu'Arcane met à sortir les suppléments pour des gammes qui marchent déjà très bien, je trouverais quand même assez présomptueux de les attendre. Après, je me trompe peut-être. Il y a aussi certains problèmes donc de mise en page, comme je l'ai dit, sur les actions d'éclat, les listes à puces qui sont un peu décalées. Et il y a un passage qui m'a fait sortir du bouquin à cause des tournures de phrases où il y a des répétitions très grossières. Je vais vous les lire. Alors je sais plus à quelle page c'est. Le chauffeur écrasa la camionnette contre un pilier de soutènement du dépôt, tuant avec l'engin tout espoir de retenter l'expérience. Certains, à Petchatniki, seraient prêts à retenter l'expérience en tentant de faire démarrer l'un des véhicules. La répétition du retenter l'expérience suivi directement de tentant, j'ai trouvé ça très maladroit. Par contre, c'est la seule fois où vraiment j'ai tiqué. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé le bouquin extrêmement bien écrit, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour moi, le dernier défaut, c'est le système qui est beaucoup trop touffu. Des dégâts sur les attributs, du stress, cette nouvelle mécanique de sang-froid, c'est trop. Je suis curieux de voir en jeu comment la jauge de stress se combine aux dégâts sur les attributs, parce qu'en fait dans les dégâts sur les attributs, ça vient de Forbidden Lands et de Mutant Year Zero, et lorsqu'ils sont passés sur la jauge de stress, à savoir pour Alien et pour Walking Dead, il n'y a pas des dégâts sur les attributs, c'est juste des points de vie flat. Et donc pour en revenir à ces jeux, je trouve que lire Metro 2033 après avoir lu Walking Dead, qui pour moi a épuré le système, mais d'une telle façon qu'il est quasiment nickel, ça se sent, du coup comme j'ai dit, que le jeu a été développé il y a 5 ans. Alors bien sûr, maintenant on va parler des qualités. L'univers est vraiment cool. On peut dire oui mais l'univers c'est pas le jeu, l'univers c'est les bouquins puis les jeux vidéo, ok. Mais il est tellement bien retranscrit dans le jeu qui m'a donné, comme j'ai dit, envie d'aller chercher plus loin des informations et aussi de retenter donc le jeu vidéo, et je me force à le faire alors que vraiment je trouve pas ouf du tout. Mais j'ai envie d'en apprendre plus et heureusement que j'avais lu le jeu de rôle avant de retenter le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, le lore est imbitable. Les factions, ça va trop vite. Dans le jeu vidéo ça va trop vite, mais pas dans le bouquin, donc c'est très cool. Voilà, le fait que le jeu m'ait poussé à faire ce genre de choses, c'est la preuve qu'il a quand même marché pour moi, même si je suis pas sûr de le faire jouer. Pas parce que j'aime pas le jeu, mais simplement que j'ai pas le temps de jouer à tout, personne n'a le temps de jouer à tout ce qu'ils achètent.
Je ferai peut-être quelques one-shots du coup dans cet univers, mais avec mon système Year Zero maison plutôt qu'en le jouant by the book, il faut faire des choix. Mais personnellement, j'aime lire les jeux de rôle, que ce soit pour leur univers ou pour leur mécanique, même si je sais que j'y jouerai probablement pas. Ça m'aide à piocher des idées, que ce soit pour mes systèmes ou pour mes histoires et mes scénarios, donc ça reste quand même, pour moi en tout cas, rentable. Et puis je passe toujours un bon moment à parcourir ces bouquins. Un petit tour donc sur le reste de ce que j'ai reçu donc avec le financement. Donc il y a eu la carte qui est livrée avec l'écran. L'écran qui a une forme, hop là il est là. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est en 4 volets, mais les volets sur les côtés c'est des demi-volets. Vous voyez? Je comprends pas, enfin je comprends pas, après je m'en fous, mais pourquoi ils n'ont pas fait un 3 volets avec le beau logo au milieu? Je sais pas. Après ouais, je pense sur la table ça doit quand même être assez cool de l'avoir comme ça, à voir. Là-dessus c'est beaucoup des tables, hein. Des tableaux, des tables aléatoires, des informations assez génériques on va dire. Je pense qu'il doit faire le taf quand même si j'ai pas, du coup je l'ai pas essayé. J'ai eu un bloc de feuilles de perso, c'est un truc que j'évoque rarement. Je trouve la feuille de perso assez cool avec du coup les attributs et les compétences qui rappellent un peu le design d'une ligne de métro. Elle est très chouette. Alors je sais plus si c'est avec l'écran. Ouais, on a des feuilles d'archétypes. Alors ça j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ouais, peut-être ça doit servir une fois pour une création de personnage, mais c'est même pas des pré-tirés. Donc je sais pas. Aucune idée. Ah ben voilà, ça c'est... Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ouais, ça c'est des cartes que j'avais imprimées, que j'avais retrouvées sur internet, des cartes de fans du jeu vidéo ou du livre que j'avais pris. On a donc un éclat de lumière qui est la suite de la campagne qui démarre dans le bouquin de base, avec en plus du coup 2 stations, donc c'est assez cool pour enrichir un peu l'univers. D'ailleurs je reviens rapidement sur la carte, comme je disais, les petits trucs en bas c'est indispensable, la petite légende, mais je trouve ça quand même dommage qu'il faille acheter l'écran pour avoir la carte du jeu. Alors j'ai pas vérifié, peut-être qu'elle est disponible gratuitement sur le site d'Arcane ou autre, j'espère, parce que pour moi c'est indispensable, mais je trouve ça dommage de devoir acheter un écran pour avoir une carte. Et par contre, ce que je disais au début, c'est que la petite histoire qui ouvre le bouquin, que j'ai trouvé très cool, mais que je trouvais dommage qu'il n'y ait qu'elle, et ben on a reçu ça, Conte du métro, qui est un recueil de nouvelles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai commencé à le lire et c'est très chouette. Voilà, je suis content de l'avoir. Je crois, je sais pas si c'était un truc en plus ou si c'était offert avec le financement. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo sera utile. Je promets rien, mais je vais essayer de pas attendre 6 mois avant de refaire une vidéo. Faut que je trouve des lectures intéressantes. Il y en a quelques-unes en vrai sur lesquelles j'ai envie de parler. Bon là je suis retombé un peu dans Alien. Je sais pas si c'est très pertinent de reparler d'Alien maintenant, peut-être. Il y a les PDF de Shiver que j'ai reçus. Pas mal de trucs à dire, surtout au niveau du système. Fabuleux Ultima aussi, que j'aime beaucoup. Je verrai, je sais pas. Bref, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, ou à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, salut!